Nous allons maintenant entendre un témoignage. Il s'agit de celui de Clio et Billy qui ont perdu leur premier enfant en cours de grossesse. Sœur Danielle les a accompagnés pendant bientôt 2 ans. Elle a entendu leur souffrance et les a aidés sur le chemin du deuil. Nous sommes très touchés qu'ils aient accepté de venir témoigner aujourd'hui et nous les en remercions vivement. Je leur donne la parole. Bonjour à tous. C'était en février 2005 nous avons rencontré l'association Agapa en complément d'autres acteurs de notre parcours de deuil. Et l'association Agapa nous a offert un espace et un lieu de parole où on a pu échanger, parler, évoluer et transmettre nos émotions. Sœur Danielle, notre interlocutrice, nous a invités à venir témoigner aujourd'hui. Et nous avons accepté parce que nous pensons que c'était bien pour nous de continuer notre chemin actuel. En fait, le 25 novembre 2005, Néphali aurait 12 ans. Elle est morte in utero à 35 semaines d'aménorrhée d'un retard de croissance. Et le 16 octobre, avant ça j'ai oublié en fait que la première chose qu'elle a faite de nous, après sa mort, c'est qu'elle a fait tous les parents. Et le 16 octobre de cette année, nous avons eu la joie d'accueillir de nos bras le petit Hermis, un petit garçon. Et pour nous, il était essentiel tout d'abord qu'on se sente bien en nous-mêmes et de notre cœur pour accueillir notre deuxième enfant. Nous allons faire part de notre chemin depuis la première grossesse à aujourd'hui. Et je vous demande déjà de nous excuser si par moments on craque un petit peu parce que c'est un élément qui est encore très présent en nous. Voilà. Merci. Alors la grossesse, après 2 ans d'attente et sans difficulté, j'ai enfin appris que j'étais enceinte. Ça a été un moment très très fort de notre couple. Et puis, à la visite de la 30e semaine, mon gynécologue obstétricien privé de la place de Lausanne diagnostique un RCIU, un retard de croissance in utero, et décide d'un suivi tous les 15 jours. À la visite de la 32e semaine, il fait une échographie et puis nous dit que le fœtus a pris 100 grammes en 2 semaines, soit au total un poids de 1 kilo. Le bébé grandit peu, mais grandit de partout, et cela, c'est lui seul. Enfin, il juge ceci satisfaisant. Alors, à la visite de la 34e semaine, plus 5 jours, soit le 25 novembre, il fait l'échographie, et puis il a une drôle de tête, nous annonce l'arrêt cardiaque. Avec comme unique explication, ce n'est pas de la faute de maman, ni du papa, ni du médecin, mais c'est de la faute du bébé qui n'a pas voulu vivre. Alors, c'est vrai, moi je ne croyais absolument pas, c'était impossible pour moi parce que, encore quelques minutes avant, je sentais mon ventre devenir dur à certains endroits. Mais en fait, c'était des contractions d'utérus, mais je ne le savais pas. Alors là, j'ai ressenti notre château s'effondrer. Tous les bonheurs que je m'étais imaginés étaient tous balayés en une fraction de seconde. J'étais dans un trou et en même temps, je me trouvais au pied de l'Everest et je me demandais comment j'allais et nous allions atteindre le sommet. Qu'est-ce qu'on ressent après une annonce comme celle-ci? Ben, c'est difficile à dire parce que finalement, on se demande si on est dans la réalité, on se demande si je suis pas en train de rêver. Ben, on commence à analyser en disant écoutez, peut-être que votre appareil est défectueux, est-ce que vous ne pouvez pas reconfirmer?
confirmé que son appareil fonctionnait, que l'arrêt cardiaque était aussi. Alors là, c'est toutes les projections de bonheur qui s'effondrent, parce que pour moi, chaque fois que j'allais vivre l'échographie avec Clio, c'était découvrir cet enfant qui évoluait, c'était vraiment des moments intenses et forts en bonheur, et là, c'était vraiment tomber au fond du groupe, et je me disais, voilà, ben, j'ai fait de nombreuses projections avec Néphélie, je me voyais en vacances, quand on y va faire beaucoup de choses, et maintenant je vais me dire comment est-ce qu'on va faire pour remonter, pour oublier, pour se reconstruire. Et vraiment, c'était des sentiments très difficiles de pouvoir exprimer ce qu'on ressent selon moi, un petit peu comme drogué, en fait. Alors, toujours chez le gynécologue, donc moi je lui ai demandé tout de suite ce qu'il fallait faire pour s'en sortir au mieux. Mais c'est vrai que d'imaginer délivrer cet enfant par voie basse m'était tout simplement impensable. C'était trop difficile. Mais finalement, le médecin m'a convaincu qu'accoucher par voie basse est la meilleure chose à faire pour s'en sortir au mieux. On peut aussi accueillir l'enfant, donc le prendre dans ses bras, lui donner un prénom, l'enterrer. Alors le médecin nous a laissés seuls un moment. Et puis on était complètement anéantis, on était perdus. Mais en même temps, on avait besoin de dire ce qui nous arrivait. Alors nous avons téléphoné à Nectaria, ma soeur jumelle, avec qui je suis très proche. Puis on lui a demandé de venir au cabinet pour constater la mort du bébé et avant qu'on entreprenne quoi que ce soit. Alors Nectaria et son mari Philippe sont arrivés. Puis on a redemandé une échographie. Et le médecin a reconfirmé un arrêt cardiaque. Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir échoué dans la grossesse et dans mon rôle de mère. Du fait que je n'avais pas réussi à amener cet enfant à la vie. Mais en même temps, je savais que je n'étais pas responsable, parce qu'on faisait entière confiance à ce médecin. Alors il m'a administré un ovule pour accoucher, et puis j'ai pensé que cet ovule ferait simplement naître le bébé, et qu'il ne lui ferait pas de mal, car il ne serait pas mort. Voilà, nous avons décidé de rentrer chez nous, parce que c'était prévu que l'accouchement devait se faire le lendemain. Et en rentrant à la maison, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi? Et comment est-ce qu'on va pouvoir supporter cette nuit? En fait, arrivé chez nous, on se comportait comme des robots, on a commencé à baquer, il y a des occupations secondaires, à faire des rangements, à contrôler le courrier, on se parlait même pas, c'était vraiment quelque chose de moins très très lourd entre nous. On a commencé également à viser la famille, à faire des téléphones. Et quelques mois plus tard, Evie et son amie Elise, la grande sœur, la sœur Ellie Kilo, sont arrivés chez nous. On a parlé, on a pleuré, et soudainement Kilo a perdu les os. On a appelé la maternité qui nous a dit de venir le plus vite possible. Je me souviens que je roulais vite, que j'étais énervé, que j'étais tendu, et je me disais au fond de moi, mais à quoi ça sert de rouler vite, parce que tout est fait. Mais je pensais à Clio, je pensais que j'avais envie qu'elle ne souffre pas de cet accouchement, parce que accoucher d'un enfant mort, c'est déjà dur, et si en plus il faut souffrir, je me pose la question comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça. L'arrivée à la maternité, elles sont très pénible, parce que quand, en principe, une femme arrive en souffrance dans une maternité, c'est qu'elle vient pour donner la vie, non mais pour délivrer d'une mort. Et je me souviens toujours, à l'entrée de la maternité, il y a une enseigne qui est une maternité source de vie. Et pour moi, ce message a été comme un coup de poignard, parce qu'on venait pour accoucher d'une mort. Bon, le personnel a été très bien avec nous, avec l'empathie, mais on sentait en eux une tension
perceptible. Parce qu'effectivement, et heureusement, ces choses n'arrivent pas tous les jours, pour eux également. Les frères et sœurs de Clio nous ont rejoints également, et ça a été très important de les avoir autour de nous pour nous soutenir, pour nous aider, pour parler, parce que on a vraiment besoin de repères dans ces moments-là. On est complètement. On n'a plus de gestion du temps, de la normalité. Alors l'accouchement, c'était un sentiment très étrange pour moi parce que j'avais tous les symptômes d'un accouchement normal. Ça m'était très difficile à supporter. Et puis tout va très vite, beaucoup plus vite que prévu. Au tout début de nuit, on me transfère en salle d'accouchement. C'est vrai qu'il n'y avait qu'une sage-femme plus une aide pour la clinique, pour tout l'étage de la maternité. Donc mon mari a dû aider à me transférer. C'était pas tellement son travail, enfin voilà. Et puis les sages-femmes sont sorties à peine 2 minutes de cette salle d'accouchement. Alors nous étions seuls avec Willy. Et puis Willy, qui était juste en face de moi, a vu arriver Néphélie et il m'a annoncé qu'elle était là parce que moi je n'avais pas vraiment ressenti qu'elle était arrivée. Alors c'est le silence dans cette salle, l'absence de pleurs du bébé. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris qu'elle était morte. Néphélie est arrivée toute seule et ça m'a fait très mal de savoir qu'il n'y avait aucune main pour l'accueillir. Elle est littéralement tombée sur ce lit d'accouchement toute seule. Déjà qu'elle était morte, j'aurais bien aimé que son arrivée soit plus douce. Alors là, j'ai crié, venez, venez, elle est arrivée. Et puis, donc, la sage-femme et son aide ont accouru. Et puis le médecin est arrivé quelques minutes plus tard. Alors c'est toujours le silence dans cette salle d'accouchement. Et puis, ils nous disent rien, ils ne nous disent pas comment elle est, si elle est présentable ou pas. Après le contrôle, la sage-femme prend Néphélie dans ses bras, elle se dirige vers moi, elle me demande si je veux la prendre. Alors bien sûr j'ai peur, je ne sais pas ce que je vais voir, je ne sais pas comment elle est, elle ne nous a pas préparé. Et puis d'abord je détourne la tête, j'ai peur de la voir, j'ai peur de ce corps inanimé. Et puis finalement je la prends dans mes bras quelques instants plus tard. Et puis c'est une petite poupée, elle est parfaite en fait. C'est ma fille et je l'aime tellement. Et à ce moment-là c'est le plus beau moment de ma vie. À mon tour, j'ai écrit Néphélie. Je savais que ça allait être le premier, la dernière fois que j'allais tenir ma fille dans mes bras. Et j'avais envie de ne pas rater ce moment-là. Donc je me suis mise à la photographier, mais la photographier par la mémoire en fait. Je l'ai scanné en fait, comme ça, techniquement comme ça, pour qu'au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mon cerveau, son image soit toujours présente, que je me rappelle de la forme de ses lèvres, la forme de sa tête, de ses mains, de ses pieds. Pour moi, c'était un moment très important. Et c'est un moment qui encore maintenant me fait du bien parce que ce moment, je me souviens encore aujourd'hui parfaitement de son visage. C'est vrai que la sage-femme nous a donné des polaroïdes de Néphélie qui nous ont beaucoup aidés et qui nous aident encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on regrette énormément de ne pas avoir de photos de famille. Nathalie et Philippe sont tués, la marraine, le parrain de Néphélie. Ils ont rejoint également dans cet accouchement parce qu'ils voulaient être présents, ils voulaient aussi accueillir Néphélie avec nous. Alors nous avons prié, nous avons chanté sa chanson, à travers laquelle on avait découvert son prénom. Alors, ça ne veut pas être faux, mais ce moment de douleur m'a été
le plus beau moment de notre vie avec Nathalie et notre vie, je pense qu'aujourd'hui, ça a été un moment très serein. Il n'y avait pas de pleurs, pas de cris. On était là tous ensemble et ça a été un moment unique en fait. Environ 3 heures plus tard, ils ont fait comprendre que c'était bien si on pouvait maintenant laisser Nathalie et aller un peu se reposer. Et là c'était un moment intense parce que je pensais ne plus jamais la revoir. Et c'est trop brutal pour dire adieu, un peu accueillir un enfant et lui dire au revoir 3 heures après. Mais j'allais envisager avoir une vie avec cet enfant en fait. Heureusement, avec beaucoup de tact, la direction de l'hôpital nous a placés dans un service séparé du service de la maternité. Et j'ai pu également dormir avec Clio parce que sincèrement je ne pouvais pas la laisser seule. Mais moi non plus je n'avais pas envie d'être seul. Le lendemain, je me souviens que comme aujourd'hui, comme ce matin, c'était un matin de novembre, un beau matin de novembre. Le soleil se levait, je me suis dit, il se lève tous les jours, lui. Et moi, je vais pas me lever tous les jours avec lui. Mais mon soleil a disparu, en fait. On avait en même temps besoin d'annoncer à nos amis la mort de Nathalie et vous prenez le téléphone pour annoncer. Ils attendaient à eux à une heureuse nouvelle. Les mettre devant les fêtes et ça a été des moments intenses parce qu'on avait envie de crier, mais en même temps on ne pouvait pas. C'est comme on avait plus de voix pour sortir. Et la vie continue. Il y avait des démarches administratives qu'il fallait mettre en place. Annoncer auprès des pompes funèbres, annoncer au niveau de l'état civil. Et heureusement, la sage-femme de la clinique s'est occupée de quasiment toutes les démarches. Et je remercie aujourd'hui de tout ce qu'elle a fait, parce que je crois qu'on était incapable de faire quelque chose. Nous avons également demandé de procéder à l'autopsie, parce qu'on avait besoin de savoir les causes du décès de Nathalie, pour nous ou pour elle. Et sur son autre fait, la maman de Clio, qui était en crèche, est rentrée rapidement et nous sommes allés revoir Nathalie, parce que déjà le voir avec Clio, avec sa mère. Et juste avant qu'elle parte pour l'Institut médico-légal. Et là, c'était un moment fort, douloureux. Et ils nous ont présenté Nathalie sous caisse plastique. C'est-à-dire que pour moi, c'était. On l'a traité déjà comme un être humain et c'était très difficile à surmonter. C'est vrai qu'au départ, je n'osais pas y aller. On m'a aussi déconseillé d'y aller, le personnel m'a déconseillé. Et au dernier moment, je me suis décidée à aller la voir juste avant qu'elle parte pour l'autopsie. Puis la personne qui devait la transporter au CHUV l'a prise et l'a passée devant nous avec cette caisse en plastique. Et, je pleurais tellement à ce moment-là. C'était terrible. J'ai dit à ce monsieur, monsieur, prenez bien soin de ma fille. Alors il devait se sentir tout aussi mal que nous. Il est parti sans même me regarder. Durant les jours où nous sommes restés quelques jours à la clinique, c'est vrai qu'on a été très soutenus par nos amis, par nos proches, par la famille, par le personnel également. On a également la visite du prêtre orthodoxe qui est venu nous voir pour organiser une cérémonie. Et M. Pittet, le responsable du plan funèbre, également venu nous rendre visite. Et je remercie beaucoup M. Pittet parce qu'il est des mots très importants pour nous parce que
Effectivement, on habite près du cimetière. Et depuis nos fenêtres, on voit le cimetière. On se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir supporter de voir la tombe de notre fille tous les jours? Et on a envisagé l'éventualité de l'enterrer dans une autre commune. Et M. Peter et moi, ils ont tout fait pour accueillir votre fille, plus dans mes bras. Vous allez vous la connaître, et maintenant, vous aimeriez l'éloigner de vous. Et pour nous, c'était clair, c'était pas possible. Donc, je remercie encore pour son soutien. Le retour à la maison, ça c'était un moment, je pense que dont l'échelle de douleur est grande plus haut également, parce qu'on rentre vide, sans personne, démoli, déchiré, anéanti. On avait déjà préparé sur la sonnette de notre porte famille Kyoshukasibilis. Et en fait, on rentrait en parlant, mais en parlant de célibataire. Alors, Nefeli est arrivé lundi à la chapelle funéraire, donc après l'autopsie. Et puis, c'est vrai que les jours qui ont précédé l'enterrement, moi j'étais très stressée à l'idée de ne pas avoir assez de temps pour dire à Nefeli tout ce que je voulais lui dire. Alors, le psychiatre, le psychothérapeute que nous avions contacté, nous avons essayé d'aller la voir, même plusieurs fois par jour d'ici l'enterrement, qui avait lieu le vendredi, pour que ce sentiment de stress s'atténue et pour passer un maximum de temps avec elle. Et puis, c'est ce que nous avons fait. Alors, il y a eu aussi l'arrivée de certains membres de la famille grecque qui ont désiré voir Nefeli avant l'enterrement. C'est une tradition orthodoxe. C'était leur manière à eux de reconnaître Nefeli et ça nous a beaucoup touchés. Mais en même temps, certains d'entre eux nous disaient déjà ne pleurez pas, vous aurez un autre enfant. Ça nous a aussi beaucoup touchés que les personnes proches aient fait de petites attentions à Nefeli. Puis finalement, nous avons osé ouvrir le cercueil pour lui glisser ses objets et mon message. Pour nous, c'était très très important de la voir dans son cercueil, entourée de tous les objets qui allaient l'accompagner. Nous avions besoin vraiment de savoir comment elle est partie. Okay, le jour de l'enterrement, la semaine, les jours qui avaient précédé, c'est passé de façon assez sereine. Mais le jour de l'enterrement, j'avais l'appréhension de ne pas pouvoir surmonter ce moment-là. Je me suis posé seulement la question si j'allais pouvoir assister en fait, à son enterrement. On avait fait une cérémonie avec des amis très proches de la famille au cimetière de Puy. Et j'avais toujours rêvé de porter mon enfant, en tout cas, pour les amis. Cette fois que je l'ai faite, c'était en prenant son cercueil pour le mettre en terre. Et nous lui avons dit adieu avec sa chanson. Et là, on a ressenti, dès que les premières notes ont résonné, c'est comme si son âme partait. Nous avons enterré Nefeli en pensant que sa mort était due à un mauvais sort, un mauvais destin. Ensuite, a commencé notre chemin de deuil. On avait besoin de connaître les causes du décès de Nefeli. Et on cherchait à connaître les causes. On a signalé que dans notre cas, il fallait procéder à des examens complémentaires. Et que le médecin ne nous en a jamais proposé, en fait. Et là, on a eu les premiers doutes, de présomption de faute médicale. Nous avons rencontré le médecin qui me commande déjà les premiers résultats de l'autopsie qui n'ont rien signalé, hormis la retard de croissance. Et malgré nos discours sur l'utilité des examens complémentaires qu'il n'a pas effectués, il a confirmé qu'il avait fait tout ce qu'il fallait faire. En fait, le médecin s'est dérobé, n'a pas vraiment répondu à nos questions, et n'a pas marqué d'empathie avec nous. Quelques semaines plus tard, nous avons reçu les résultats finaux de l'autopsie, le rapport final d'autopsie à notre domicile, alors qu'on avait demandé qu'on nous le commande parce qu'on n'a pas
les connaissances médicales pour analyser un tel dossier. Et pour quelqu'un de néophyte, quand vous lisez des termes médicaux, d'autres souffrances ou autres, nous on les interprète avec notre langage. Finalement, nous avons pris contact avec un spécialiste en obstétrique de grossesse à risque et qui a confirmé les résultats finaux de l'autopsie, qui a confirmé qu'il n'y avait rien, hormis donc, ce retard de croissance. Ce même spécialiste nous a confirmé que dans notre cas, il aurait fallu procéder à des examens complémentaires, tel un Doppler par exemple, qui aurait peut-être pu déceler en fait, le risque létal, risque que le médecin très haut n'avait jamais mentionné. Pour avancer de notre deuil également, et pour honorer la mémoire de Néphélie, nous avons entrepris une démarche hors tribunal, appuyée par des spécialistes également, et pour la reconnaissance de ces pères. Excusez-moi. Et là, on a pris le service d'un avocat pour essayer de négocier avec le médecin pour qu'il accepte son erreur. Il nous a finalement écrit pour nous signaler qu'il avait mésestimé le risque, mais il nous a jamais demandé pardon en fait. Nous avons été satisfaits d'avoir cette démarche parce que c'était par laquelle Evie nous a beaucoup aidé dans ce Clio. C'est quelqu'un qui s'occupait des démarches administratives avec nous. C'était un parcours douloureux, mais qui valait vraiment la peine. Moi, j'appréhendais toujours de croiser ce médecin, ou que j'aille. Alors, en fait, pour que ce sentiment, cette sensation diminue, selon le conseil de notre psychiatre, je lui ai écrit une lettre avec tous mes sentiments, pour clore toute relation entre nous, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, il y a la vie avec notre entourage. Donc, dans un chemin de deuil, nous ne pourrons pas contourner la vie avec notre entourage. Il y a eu parfois des situations pas évidentes à vivre, pas faciles, mais c'est la vie de tous les jours. Et, par exemple, en janvier 2005, 2 mois après la mort de Néphélie, Nectaria nous annonce qu'elle est enceinte. Alors, c'est difficile pour nous. Nous avons des sentiments de joie et de douleur en même temps. C'est difficile pour elle aussi de s'épanouir dans sa grossesse, de notre proximité. Et on le lui a souvent reproché. Et je pense que j'aurais agi de la même manière. Alors elle a demandé de l'aide à des professionnels pour se sentir mieux, pour accueillir l'enfant à naître. Et puis en juin 2005, Evie, ma sœur aînée, nous annonce aussi qu'elle attend un enfant. Nous sommes très heureux pour elle, mais à nouveau nous avons des sentiments ambivalents. C'est un travail quotidien sur soi pour avancer et pour pouvoir accueillir ces 2 nouveaux enfants dans la famille. Mais heureusement, nous nous sommes laissé le temps d'attendre le moment opportun pour les accueillir sereinement. Mais on était toujours en colère pour ce qui nous était arrivé. Nous ressentions des sentiments d'injustice. C'est toujours cette même question qui venait: pourquoi toutes les personnes de notre entourage ont eu leur enfant et pas nous? Et puis il y a toujours ces phrases qui font mal, qui ont été de grandes occasions de souffrance, du genre ce n'était pas un être humain, il est préférable qu'elle soit morte in utero, c'est moins douloureux, comme ça vous ne l'avez pas connue de son vivant. Alors il y a des situations pires que la vôtre, et puis elle était trop faible, elle aurait certainement eu un handicap. Et puis lorsque j'étais enceinte d'Hermie, c'est que je pleurais, on m'a dit aussi: arrête, tu as assez pleuré, Néphélie. Il faut aller de l'avant maintenant. Personne n'a le droit de me dicter ce que je dois faire, de nous dicter ce qu'on doit faire. Ça a été quelque chose de très douloureux à entendre. Mais heureusement, nous avons aussi des personnes dans notre entourage qui nous ont fait et qui nous font du bien, simplement en écoutant et en comprenant notre douleur. Et c'est vrai qu'au départ, les seuls moments où nous reprenions goût à la vie étaient les moments passés avec Pélagia.
la fille de Nick et Philippe, notre filleule. Notre chemin à deux, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très ouvert et avec qui je peux discuter de tout ce qui nous est arrivé. Nous avons besoin de parler. C'est important pour nous, ça nous a vraiment fait avancer. Et toujours aujourd'hui, Néphélie nous manque, et parfois nous pleurons et nous sommes tristes. Mais nous nous laissons le droit d'avoir ces émotions, autrement nous ne serions plus nous-mêmes. Nous avons vite compris que pour pouvoir avancer notre chemin de deuil, notre parcours, on avait besoin d'un soutien. Donc, nous avons demandé de l'aide à des professionnels, à des thérapeutes, qui ont tous été complémentaires dans leur intervention. Chez Agapa, nous avons eu des entretiens de couple avec sur Daniel, et ces entretiens ont permis de trouver à chaque fois le courage d'avancer. C'est vrai que les 4 mois qui ont précédé la mort de Néphélie, qui ont suivi, a été des moments très difficiles pour notre couple, parce que même si nous parlions, nous pensions que sans les conseils de notre psychiatre et psychothérapeute, on serait certainement séparés aujourd'hui. En effet, on évoluait entre des sentiments de colère, de douleur, et on était d'incompréhension également. On était souvent en désaccord dans ce qu'on ressentait, dans nos émotions. Et ça nous empêchait en fait de comprendre quels étaient les besoins de l'autre. Nous étions sous médicaments, très nerveux, irritables, fâchés contre la vie, contre tout. Et c'est vrai que nous passions beaucoup de temps chez les médecins et chez les intervenants pour avancer. Mais grâce à leurs paroles et par leur écoute, ces professionnels ont montré le chemin. Et ils nous faisaient beaucoup de bien parce qu'ils venaient toujours avec les mots qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là. Si nous avons mis aujourd'hui, c'est que le tour est d'autant, mais je crois aussi que c'est parce qu'on a eu la force et le courage d'aller frapper aux portes et aller demander de l'aide. C'est pas facile, mais ça valait vraiment la peine. Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient d'une expérience telle que celle-ci? Lorsque Clio m'a annoncé qu'elle était enceinte de Néphélie, il m'a fallu du temps pour me faire l'idée que j'allais devenir un père. Parce qu'il y a beaucoup de questions, d'angoisses. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on sera bon père? Est-ce qu'on va pouvoir élever cet enfant comme on le souhaite? Je pense que c'est des angoisses que tout nouveau père doit connaître. Mais moi, il me reste toujours quelque chose, c'est qu'avec Néphélie, j'ai un goût d'inachevé. J'avais prévu beaucoup de choses avec elle, et la vie m'apprend qu'on ne peut rien prévoir, en fait. Mais pour réaliser mon chemin avec Néphélie, je pense toujours à des pensées positives de Néphélie, plutôt qu'avec la douleur, mais c'est pas toujours évident, en fait. Pour parler d'une image, c'était le 26 décembre 2004, après le tsunami. Je regarde la télé, je vois un père qui portait son enfant mort. Il était à des milliers de kilomètres de moi. On n'a certainement jamais se rencontré, lui et moi. Mais sa douleur, je la comprenais. Et on dit toujours qu'il y a une raison à tout, qu'on essaie de sortir le positif de quelque chose, d'une expérience, mais dans cette affaire-là, je ne vois vraiment pas. Je ne vois pas de positif. Hormis que Néphélie a fait pour un père. Alors moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que vivre les étapes importantes de cette histoire était difficile. C'était difficile à vivre, mais je les ai vécues, je les ai gravées dans ma mémoire. Elles m'ont permis, j'en suis certaine, d'avancer avec plus de facilité dans mon deuil. Pour moi, il n'y a aucune
aucune pièce manquante à cette histoire, il n'y a aucun inconnu. Et ces étapes très importantes ont été l'accouchement par voie basse, l'accueil de l'enfant, l'avoir au moment de son départ pour l'autopsie, l'avoir dans son cercueil avec toutes ses attentions autour d'elle, l'enterrement et puis la démarche avec l'avocat. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que la mort fait partie de la vie. La différence fait souffrir, mais elle rend aussi plus fort quand on l'a acceptée. Et puis le passage de Néphélie parmi nous a été très bref, mais elle m'a appris et laissé des choses tellement précieuses, cette petite. La deuxième grossesse, aujourd'hui, et malgré cette cicatrice présente, mais qui a heureusement évolué, nous avons pu vivre la nouvelle grossesse et accueillir notre deuxième enfant. Nous étions heureux, mais je veux dire qu'on a vécu cette grossesse avec beaucoup de retenue, beaucoup d'angoisse, malgré un suivi très serré des médecins qui nous ont soutenus, qui nous ont rassurés, avec beaucoup d'écoute très prévenants. Mais nous savions que nous serons soulagés, qu'au moment où on aura cet enfant vivant dans les bras. Durant les moments difficiles de cette grossesse, nous avons vécu pleinement nos émotions. Nous avons plongé dedans pour mieux en ressortir, en fait. Et nous avons aussi expliqué au bébé que nous t'aimons, nous t'attendons. Mais si parfois nous sommes tristes, c'est que Néphélie, la grande sœur, est partie et qu'elle nous manque, mais c'est notre histoire et nous nous en occupons, en fait. Il est vrai que quand Hermès est arrivé, on a eu des moments où on a pensé à Néphélie. Et je pense que l'arrivée du deuxième enfant a tenu pas la perte du premier. Au contraire, il fait ressortir ce qu'on a manqué avec ce premier enfant. Nous avons déjà expliqué à Hermès qui est Néphélie. Nous n'avons jamais pensé le cacher parce que le cacher serait la renier. Mais dans notre famille, chaque enfant a sa place. Maintenant qu'Hermès est là, pour beaucoup de gens, on nous considère comme une famille à trois. Mais nous étions déjà une famille avec Néphélie. Maintenant, on est une famille à quatre. Mais pour nous, le terme famille nous convient bien. Voilà, pour terminer, nous aimerions remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait du bien et qui sont, dont certains sont dans la salle aujourd'hui. Notre famille, nos amis, et puis notre psychiatre, ma psychologue, notre naturopathe, et puis l'autoniste, madame Signer, l'autoniste, je ne sais pas. Et puis voilà, nous apprécions beaucoup, Sœur Damian, pardon, nous apprécions beaucoup leur présence, leur soutien, vous tous. Et puis un merci aussi, un grand merci à Nectaria, notre confidente de tous les instants. Et Evie, pour son aide dans la démarche avec l'avocat. Et puis un grand merci à notre petite Pélagia pour nous avoir aidés à sourire à nouveau. Merci beaucoup.
pour ce témoignage et pour votre chemin. Je profite de dire merci à Vivi pour ce kakemono qui est là-bas. C'est l'œuvre de Vivi, qui est graphiste, et puis qui nous a fait ce cadeau pour aujourd'hui, pour cette journée. Un grand merci, Vivi. Voilà, à la suite de ce témoignage qui nous a tous beaucoup émus, nous avons un petit moment d'échange. Alors la salle a une bonne acoustique, il n'y a pas besoin de micro pour vous. Nous vous demandons cependant de vous présenter en indiquant votre nom, votre profession ou de nous dire si vous êtes un parent concerné. Alors veuillez parler fort et distinctement pour que tout le monde vous entende. Alors Chantal et les deux témoins sont prêts pour répondre à vos questions. Oui. Je suis Sandra, infirmière à Valère, clinique à Fribourg, travail en maternité. Et en fait, depuis un moment, on essaie de garder les parents qui ont perdu les enfants ainsi que les femmes qui ont eu des fausses couches dans le service. Et j'ai entendu monsieur qui a dit qu'en fait, ça a été très utile de partir du service de maternité. Et puis, en fin de compte, nous avons une vision différente là-dessus, en disant que dans le service, on pourrait avoir un suivi, un accompagnement mieux pour ces personnes-là. Moi, C'est vrai que moi, je n'avais pas pensé à l'éventualité qu'ils nous mettent dans un autre département, à la clinique, mais quand ils ont dit qu'ils allaient nous mettre ailleurs, j'ai trouvé ça tellement fantastique parce que entendre les pleurs des bébés et même voir une femme enceinte, pour moi, était insupportable. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, là, j'ai dû aller aux urgences parce que j'avais des angoisses, des choses comme ça. Et puis il y avait des salles d'accouchement et j'entendais les bébés qui venaient de naître et qui pleuraient, m'étaient toujours insupportables. Donc pour moi, ça a été très important qu'ils nous mettent ailleurs. Ça a été un grand réconfort en fait. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était comme ça. C'était mieux comme ça. Oui, simplement peut-être pour compléter ce que dit Clio, dire qu'il n'y a pas une réponse. Clio et Émilie nous ont partagé leur expérience. Moi, j'ai vu tout et son contraire. Il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on est précipité dans ce drame, les parents sont précipités eux-mêmes dans tout un tas d'ambivalences. Et les ambivalences font vivre une chose et son contraire à la fois. Donc c'est vrai que quand c'est possible, parce que les infrastructures ne permettent pas toujours, et permettre aux parents d'être en maternité, c'est-à-dire être là où c'est bien là qu'on fait naître un enfant, en maternité. J'ai aussi entendu des très grandes souffrances de parents qui n'étaient que en gynécologie. Mais enfin, comment ? Je ne suis pas malade, je n'ai pas un problème gynécologique, j'ai accouché de mon enfant mort et je suis une mère, je suis un papa. Donc la validation en quelque sorte par la maternité leur est renvoyée. Oui, vous êtes bien un père et une mère. Et ça c'est important. Mais et aussi, si on peut créer un secteur, un quelque chose qui isole effectivement du bruit, des femmes enceintes, des femmes qui accouchent, des cris des bébés, c'est mieux, c'est vrai. Et, pas ou. Voilà. Parce que chaque histoire est unique, et parce que vous allez entendre des parents qui vont vous dire « moi je n'ai pas pu supporter cela », mais d'autres vont dire « moi je n'ai pas pu supporter cela », et c'est le contraire. Mais la maternité, la structure de la maternité, c'est très important pour que les parents soient validés dans leur parentalité. Donc dans l'idéal, ça serait que les parents puissent choisir de rester au parti. L'idéal, c'est toujours de pouvoir choisir, même si là encore, l'ambivalence des parents fait que quand ils ont le choix,
ils se sentent incapables d'exercer un choix et qu'ils voudraient qu'on choisisse à leur place, mais en même temps, voyez. Mais oui, avoir le choix, c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir. Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne peut s'appliquer qu'en termes de proposition. Jamais rien, même les meilleures choses dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on sait avec l'expérience et le recul qu'elles favorisent l'amorce du deuil et son déroulement, même celles-là ne peuvent pas être imposées en aucun cas. Il y avait une autre question. Oui, on vient d'y répondre. Oui, monsieur. Christophe Godel, je suis prêtre dans une paroisse. Je rencontre régulièrement des personnes qui ont perdu un enfant après la naissance, dans les 15 premières années. Et je remarque, chez des personnes âgées, vraiment ça reste toute la vie. Hein, cette souffrance ne part pas. Est-ce que dans le cas la perte d'un enfant avant la naissance, surtout dans les premiers mois, comme vous disiez, la difficulté d'avoir vécu peu de choses avant, est-ce qu'en fait ça reste la même chose aussi jusqu'à la fin de la vie, cette même souffrance, cette même impression? Bon, je vais plutôt essayer de répondre, même si j'ai envie de dire pas de réponse universelle, là encore. Moi, si je peux témoigner de mon histoire, je vais vous dire que non, ça ne reste pas comme ça toute la vie. Mais que ça n'a rien à voir avec le fait que l'enfant soit mort in utero, soit mort à tel terme de la grossesse, soit mort après la naissance, ou soit mort à 15 années de vie ou 20 ou plus. Ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir avec l'histoire personnelle des parents et le réceptacle personnel dans lequel ce deuil vient percuter l'histoire des parents. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce deuil, il a peut-être des handicaps en plus. On a cité toutes ces spécificités du deuil qui faisaient qu'il y a sans doute des handicaps en plus qu'il faut affronter. Et ce n'est pas pour ça qu'il est infaisable ou plus ou moins faisable qu'un autre. Et quoi qu'il en soit, un deuil, quel qu'il soit, n'a absolument pas vocation, fût-il un deuil d'enfant, n'a pas vocation à rester présent toute la vie. Pas du tout. Mais on ne peut pas répondre au-delà de, après l'histoire personnelle de chaque parent. Je dis bien le deuil, hein. Maintenant, la présence autre de l'enfant, alors là oui, bien sûr qu'elle a à rester dans une forme qui est unique pour chacun. Elle reste là. Certains diront dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, enfin chacun s'exprime avec ses mots là-dessus, et ça j'en reparlerai cet après-midi. Alors ça, cette présence autre, oui, mais le deuil, non. Je m'appelle Françoise Jeanneret, je suis infirmière sage-femme. Actuellement, je ne travaille plus que comme sage-femme. Et c'est vrai que c'est pour moi, en tant que sage-femme, par moment, déjà je tiens à vous remercier de votre témoignage, qui est très remuant aussi pour nous. En tant que sage-femme, pour moi, c'est un grand point d'interrogation souvent quand j'ai des parents qui viennent pour accoucher d'un enfant mort et qui n'est pas encore né. Et après aussi de savoir comment je vais accompagner ces parents lors d'un prochain accouchement qui va mieux se passer. Quoi leur dire? J'entends comme vous allez entendre, comme nous, vous allez entendre le monitoring, vous allez voir nos actes, vous allez entendre nos paroles. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous accompagne dans ces moments-là de prochain accouchement? Qu'est-ce que vous aimeriez pas voir? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir aussi? Je veux dire, ma première grossesse c'était chez un médecin privé, la deuxième c'était ici à la maternité. Ce qu'on aimerait avoir et qu'on a eu heureusement ici avec le suivi, c'est une écoute, une compréhension, ne pas nous brusquer. Moi, quand j'ai dû faire l'échographie à la 13e semaine, j'ai pleuré pendant un quart d'heure, j'étais plus moi-même parce que j'avais peur qu'on m'annonce que le fœtus était mort. Je ne sentais pas bouger cet enfant et j'avais une peur bleue des échographies. Donc il faut nous laisser le temps, il faut nous écouter. Et puis vous avez beau nous dire
enfin, tout ira bien. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Le seul moment où on a dit qu'on serait rassuré, c'est quand on aurait cet enfant vivant dans les bras. C'était bien ce moment-là. Mais voilà, être là, nous écouter, nous rassurer autant que possible, mais surtout pas nous brusquer, et ne pas banaliser. Mais ça, je pense que vous ne le faites pas. Non, je pense qu'il est important, c'est rassurer. Parce que quand c'est vrai que nous, chaque échographie, on l'a vécu de façon très stressante. Parce qu'on avait certainement peur de la réalité, en fait. Et je pense que le bon geste qu'on a eu au CHU ici, c'est que, voilà, on a écouté le cœur de votre bébé, son cœur bat, il vit. Et ça, c'était les 3 secondes qui nous faisaient du bien, qui faisaient que l'échographie se passait bien, quand on ressortait l'échographie de nouveau redopée. Hein. Et c'est vrai que chaque échographie, on les a pas bien vécues. C'était vraiment très stressant. Malgré que dans le cas de cette grossesse, du cas de la grossesse dermiste, tous les signaux étaient ouverts. Mais moi, j'ai appris une chose avec notre expérience, c'est qu'avant, pour moi, une femme enceinte, c'était que du bonheur. Et maintenant, quand je vois une femme enceinte, je me dis, j'espère que tout ira bien pour elle. Donc ça, j'ai appris cette chose dans notre expérience. Une dernière question, oui. J'aurais juste voulu rajouter, Sandrine Gabriel, on a vécu une histoire similaire. En fait, c'est vrai, on a beaucoup besoin d'être rassurés. Et aussi pendant les échographies, avoir vraiment le sentiment qu'on ne nous cache pas quelque chose. Pendant toutes les échographies, j'ai eu l'impression que le médecin voyait quelque chose qu'il n'osait pas me dire. Et puis, il ne voulait pas me confirmer que tout allait bien parce qu'on ne sait jamais la science, etc. Et j'avais besoin d'entendre ça, qui me confirme que tout allait bien, qui me rassure. Je peux juste rajouter quelque chose pour moi aussi. C'est vrai que pour cette grossesse à Hermis, je peux dire qu'on a eu de la crème, on a eu un médecin exceptionnel, on a eu sage-femme exceptionnelle aussi, qui était vraiment, qui nous comprenait tellement bien, et puis la personne qui faisait les échographies, c'était aussi voilà, le meilleur. Alors ça nous rassurait de savoir qu'on avait vraiment des gens très compétents, et ça nous faisait du bien, ça nous faisait vraiment du bien d'être pris en charge par des personnes compétentes. Voilà. Alors, avant la pause de midi, j'aimerais juste encore vous dire que Madame Chantal Cerniquet aimerait connaître le prénom des enfants non-nés dont les parents sont présents dans cette salle. Alors, on vous demande d'aller inscrire le prénom de votre ou de vos enfants non-nés sur un transparent qui se trouve à la réception. Et on l'utilisera dans la deuxième partie de la journée. Et puis maintenant, les participants qui ont un badge coloré sont invités au dîner qui aura lieu sous la forme d'un standing lunch devant l'auditoire. Nous vous remercions d'être de retour à vos places à 14h pour la projection d'un film. Je voudrais juste encore un petit mot juste avant qu'on se quitte. C'est simplement, vous savez, il y a beaucoup de termes qu'on emploie qui sont fort inadaptés. Alors, c'est vrai qu'on les appelle des enfants non nés. Moi, je voudrais dire que ceux que j'invite à écrire, c'est ces enfants qui sont nés. Voilà. Et puis, bien sûr.